C'était censé être un voyage comme les autres. Un vol régulier de Paris à Montréal, opéré par Air France, avec à son bord plus de 200 passagers, des familles revenant de vacances, des professionnels en déplacement, des touristes curieux, et un garçon de 12 ans, prénommé Louis Marchand, passionné d'aviation depuis ses 6 ans. Louis n'était pas un enfant comme les autres. Discret, observateur, toujours plongé dans ses carnets de croquis et ses manuels techniques, il préférait les schémas de Boeing et d'Airbus aux jeux vidéo ou aux réseaux sociaux. Assis au siège 22A, près du hublot, Louis était accompagné de sa mère, Claire, une enseignante de lettres modernes. Elle somnolait doucement pendant que lui griffonnait dans un cahier à spirale les plans du cockpit d'un Airbus A350, son modèle préféré. Depuis plusieurs mois, il suivait en ligne des simulateurs de vol et lisait des rapports techniques publiés par la Direction générale de l'aviation civile, DGAC. À 12 ans, il pouvait réciter de mémoire les procédures d'urgence de la majorité des avions long courriers. Mais ce jour-là, cette passion allait devenir une question de vie ou de mort. Après environ 2 heures de vol, alors que l'avion survolait l'Atlantique Nord, une vibration inhabituelle secoua la carlingue. Au début, les passagers pensèrent à de simples turbulences. Mais très vite, la lumière de la ceinture de sécurité s'alluma, suivie d'un message du commandant de bord au ton incertain. Mesdames et messieurs, nous faisons face à un léger problème technique. Nous vous demandons de rester assis et attachés. Merci. Sauf que ce n'était pas un léger problème. Louis sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Il observa attentivement l'aile depuis le hublot. Les volets de l'aile gauche semblaient bloqués. Il nota également une variation dans le bruit des réacteurs. Il savait, grâce à ses lectures, que ce type de phénomène n'était pas normal à cette altitude. Il aperçut alors une hôtesse de l'air en train de murmurer avec un steward, visiblement paniqué. L'autopilote ne répond plus, aucun signal sur les écrans secondaires. Sans attendre, Louis se leva, se dirigea vers eux et prononça d'une voix calme mais déterminée. « Excusez-moi, mais je pense que le système de redémarrage d'urgence n'a pas été activé manuellement. Il faut réinitialiser le module principal en passant par le circuit de secours situé derrière le panneau du poste de pilotage. » Le steward, interloqué, le regarda comme s'il avait affaire à un halluciné. « Tu es sérieux, petit ?» ?»« Oui. C'est un bug connu. Il a été documenté en 2022 par une équipe de l'ENAC. Il faut faire un hard reset via le port auxiliaire. » Le personnel de bord n'avait aucune idée de ce que l'enfant disait. Mais dans son regard, il y avait cette étincelle, pas de panique, mais une concentration presque surnaturelle. L'hôtesse alerta alors le commandant de bord, qui, dans un geste désespéré, autorisa Louis à venir au cockpit avec sa mère. Le copilote, Blaine, avait perdu tout espoir de réactiver les systèmes automatiques. Mais Louis, les mains tremblantes d'émotion, pointa du doigt un panneau secondaire. Là. Il faut déconnecter le module gyroscopique et redémarrer les lignes de commande. 3 secondes entre chaque cycle. Les pilotes s'exécutèrent, et, contre toute attente, les écrans clignotèrent. Un par un, les systèmes se relancèrent. L'autopilote, après quelques longues secondes, reprit le contrôle. Un silence s'installa dans le cockpit. Puis le commandant dit simplement. « Je n'ai jamais vu ça. Tu viens de sauver notre avion, Louis. » De retour à sa place, Louis fut accueilli par des regards d'étonnement. Certains passagers, ayant vu son passage vers l'avant, se demandaient ce qui s'était passé. D'autres, ayant entendu les murmures des membres d'équipage, commencèrent à applaudir timidement. L'avion entama une descente contrôlée vers l'aéroport de Gandé, au Canada, choisi comme lieu d'atterrissage d'urgence. À l'atterrissage, des véhicules de secours attendaient déjà, mais tout s'était stabilisé. Grâce à un garçon de 12 ans et à sa passion incomprise par tant de ses camarades de classe. Lorsque les portes s'ouvrirent, des journalistes locaux, alertés par la tour de contrôle, attendaient sur le tarmac. Un agent consulaire français s'approcha de Claire et Louis y dit, dans un souffle. « Votre fils n'est pas un héros ordinaire. Il vient d'éviter une tragédie internationale. Et ce n'est pas tout. » Louis, encore sous le choc, n'avait qu'une seule chose en tête, il voulait rentrer à Paris, retrouver son ordinateur, et continuer à apprendre. Mais ce qu'il ignorait, c'est qu'à plus de 5000 km de là, à l'Élysée, un appel venait de partir. Une réunion d'urgence avait été convoquée. Le nom de Louis Marchand était désormais sur la liste rouge, non pas pour une enquête, mais pour une reconnaissance. Et peut-être,
Un destin qu'aucun garçon de son âge ne pourrait imaginer. Après l'atterrissage d'urgence à Gandé, Louis et sa mère furent conduits dans un salon VIP de l'aéroport. Des agents de la compagnie, des membres du personnel consulaire et même des représentants de l'aviation canadienne se relayèrent pour leur parler. Claire, déboussolée, essayait de comprendre ce qui se passait. Quant à Louis, il restait silencieux. Non pas par peur, mais parce que son cerveau ne cessait de retracer chaque détail du cockpit. Avait-il vraiment fait ce qu'il pensait? Était-ce de la chance? Ou son obsession pour l'aviation l'avait-elle réellement préparé à ce moment? La réponse arriva plus vite qu'il ne l'imaginait. À minuit, heure locale, un homme en costume sombre frappa à la porte de leur chambre d'hôtel. Il se présenta comme capitaine Antoine Lemoine, attaché de la cellule de crise de la présidence de la République. Madame Marchand, Louis, nous avons besoin de parler. Claire, méfiante, demanda à voir ses papiers. Il les présenta sans broncher. L'authenticité était indiscutable. Puis il posa une enveloppe sur la table. À l'intérieur, un courrier officiel de l'Élysée, signé de la main du président Mathieu Delcourt. Le président souhaite rencontrer personnellement votre fils à son retour à Paris. En toute discrétion. D'ici là, nous vous prions de ne pas parler aux médias. Il en va de la sécurité nationale. Claire éclata de rire nerveusement. Sécurité nationale. Mon fils n'a que 12 ans. Il a lu des forums d'aéronautique, c'est tout. Mais le capitaine Lemoine hocha lentement la tête. Il a identifié en quelques minutes un dysfonctionnement que nos ingénieurs n'arrivaient pas à reproduire depuis 6 mois. Ce n'est pas une coïncidence. Le lendemain matin, un jet privé de la République française les attendait sur le tarmac. Aucun logo, aucune mention officielle. Le voyage retour fut silencieux. Louis regardait les instruments du Falcon comme s'il était dans un rêve éveillé. À son arrivée à l'aéroport de Villacoublay, 2 berlines noires les attendirent, direction l'hôtel de Marigny, la résidence officielle réservée aux invités de l'État. Ils étaient les seuls occupants. Pendant ce temps, en France, l'affaire faisait déjà la une des journaux. Bien que les autorités aient demandé le silence médiatique, l'information avait fuité. Un jeune Français aurait évité une catastrophe aérienne en appliquant une procédure que même les pilotes ignoraient. BFM TV, Le Monde, Mediapart, France Inter, tous spéculaient sur l'identité du « petit génie de l'air ». Des vidéos YouTube explosaient, certains surnommant déjà Louis, le petit prodige de Roissy. Mais Louis n'était pas préoccupé par la célébrité. Une seule question le hantait, pourquoi le président voulait-il le voir en personne? Ce n'est que le lendemain matin, dans un salon discret de l'Élysée, que la réponse commença à émerger. Louis, en chemise blanche trop grande pour lui, entra dans la pièce aux boiseries dorées. Le président Delcourt, costume gris, regard franc, l'attendait. Il se leva, lui tendit la main, et dit « Louis. Merci d'être venu. J'ai lu ton rapport. Il est plus clair que ceux de certains de nos ingénieurs. » Louis rougit. « Ce n'était pas un rapport, monsieur. Juste mes notes. » Delcourt sourit. « Justement. Tes notes ont déjà été transmises à l'Agence européenne de la sécurité aérienne. Et crois-moi, elles ont levé des alertes que nous ignorions depuis trop longtemps. » Il l'invita à s'asseoir, puis parla pendant une vingtaine de minutes. Sur la cybersécurité, les vulnérabilités des systèmes embarqués, les menaces invisibles. Nous avons des spécialistes. Mais aucun n'a ton regard, Louis. Parce que toi, tu n'es pas formaté. Tu observes sans préjugés. Et c'est exactement ce dont nous avons besoin. Puis il déposa une mallette sur la table. À l'intérieur, une carte d'accès, un badge biométrique, un carnet vierge avec le logo d'ICLES, et une lettre manuscrite. Admission exceptionnelle, cellule de recherche aéronautique et défensive, division jeunes talents. Claire, restée à l'écart dans la pièce, n'en croyait pas ses yeux. Il n'a que 12 ans, monsieur le président. Je sais. Et c'est précisément pour cela que nous devons agir maintenant, avant qu'il ne devienne un adulte comme les autres. Louis, lui, ne répondit pas tout de suite. Il fixait la lettre. Ce qu'il tenait dans les mains, ce n'était pas juste une reconnaissance. C'était une proposition qui pouvait changer sa vie. Peut-être même, changer la France. Après la rencontre avec le président Delcourt, Louis Marchand était de retour à l'hôtel de Marigny. Il tenait dans ses mains la carte d'accès au programme ultra confidentiel baptisé Helio,
une cellule de recherche sur les failles des systèmes embarqués, dirigée par un groupement franco-européen de chercheurs civils et militaires. Un tel accès n'avait jamais été accordé à un mineur. Encore moins à un collégien de 12 ans. La nuit venue, Louis ne parvenait pas à fermer l'œil. Dans le silence de sa suite, il observait les reflets de la tour Eiffel au loin, pensif. Il avait toujours rêvé de contribuer à l'aéronautique. Mais jamais il n'avait imaginé se retrouver au centre de décision classée confidentielle défense. Ce n'était plus un jeu. Ce n'était même plus une passion. C'était devenu une responsabilité nationale. Le lendemain, un comité restreint de 6 personnes fut réuni dans un salon fermé de la DGSE. Louis, accompagné de sa mère, y fut conduit en toute discrétion. Parmi les personnes présentes, un ingénieur du CNES, une chercheuse de l'ONERA, un général de brigade spécialisé dans les communications, et 2 analystes civils. Ils projetèrent un graphique sur l'écran. Une carte des vols commerciaux des 72 dernières heures. Des anomalies. Des micro-coupures de signal. Des rebonds GPS non expliqués. Tous pointaient vers un seul constat. Quelqu'un, quelque part, avait tenté de manipuler les trajectoires aériennes par intrusion dans les logiciels embarqués. Et Louis avait vu ce que personne n'avait compris. La chercheuse, une femme nommée Dr Amal Kessouri, spécialiste en systèmes embarqués, s'adressa à lui. « Tu as détecté ce que nous soupçonnons depuis des mois, mais sans preuve tangible. Un algorithme parasite, discret, qui dort dans certains modules installés par un sous-traitant étranger. Il ne se manifeste que dans des conditions très spécifiques. Ce que tu as vu, Louis, ce n'est pas une panne. C'est un avertissement. » Claire, blême, demanda. « Un attentat ? » Pas encore. Mais une répétition générale. Le général ajouta. On pense que Louis a déclenché malgré lui un mécanisme de défense. Et grâce à ses connaissances, il a évité que cela aille plus loin. Mais cette fois, nous avons des pistes. Et une urgence. Puis, toutes se tournèrent vers lui. Nous avons besoin de toi pour une dernière chose. Louis recula sur sa chaise. Quoi donc ? Un centre de simulation situé à Toulouse. Il abrite la réplique complète d'un cockpit Airbus 350, infecté volontairement pour étude. Tu serais le mieux placé pour reproduire l'anomalie. Et peut-être la neutraliser. Claire s'emporta. Attendez, vous demandez à un enfant de désarmer un virus informatique caché dans un avion. Mais Louis posa doucement sa main sur la sienne. Maman, c'est ce que je veux faire. Le voyage à Toulouse fut organisé en moins de 24 heures. Dans un hangar ultra sécurisé à Blagnac, Louis fut introduit dans le simulateur, sous supervision. Il demanda à être seul dans le cockpit pendant 1 heure. On accepta. 1 heure plus tard, il sortit avec un carnet de notes rempli de codes, de diagnostics, et une proposition simple, utiliser une logique de réinitialisation croisée entre les systèmes de guidage et le module de navigation pour désactiver le malware. Les ingénieurs en restèrent bouche bée. Cela n'avait jamais été testé. Et pourtant, cela fonctionna. En 3 jours, Louis Marchand venait non seulement de sauver un avion, mais aussi de proposer une parade technique à une menace cybernétique que la France n'avait même pas encore officialisée. Mais ce succès avait un prix. En sortant du hangar, il fut accueilli par une meute de journalistes. Son nom avait fuité. Ses photos circulaient déjà sur les réseaux sociaux. Le petit génie de l'Élysée, titrait Le Figaro. L'enfant qui protège nos avions, disait France 2. Héros ou manipulation de l'État, demandait Mediapart. Le lendemain matin, Louis reçut un appel direct du président. Louis, tu es libre de choisir. Nous ne t'imposerons rien. Mais je dois te prévenir. Ce que tu viens de faire t'a propulsé dans un monde où les choix ne sont jamais sans conséquences. Et pour la première fois, Louis comprit que ce n'était pas sa passion qui lui avait ouvert les portes du pouvoir, mais sa capacité à garder la tête froide là où les adultes paniquent. Quelques jours après son retour de Toulouse, Louis Marchand était assis sur le rebord de la fenêtre de sa chambre, dans l'appartement familial du 15e arrondissement de Paris. Son carnet de notes était posé sur ses genoux, mais il n'écrivait rien. Pas un mot. Le silence dans la pièce était profond, presque pesant. Depuis son retour, il avait reçu des dizaines d'appels, des universités, des journalistes, des entreprises technologiques. Tous voulaient le rencontrer. Tous voulaient lui parler. Mais Louis, lui, ne voulait plus rien entendre.
Ce qu'il avait vécu en une semaine avait dépassé l'imagination. Il était passé d'élève de 5e, moqué pour ses passions, bizarre, à figure médiatique saluée dans tout le pays. Certains l'appelaient un prodige. D'autres, un outil de communication. On avait même commencé à débattre à l'Assemblée nationale sur la question de la reconnaissance officielle des talents précoces en sécurité numérique. Et pendant que le monde adulte se demandait quoi faire de lui, Louis restait, un enfant. Fatigué. Ébranlé. C'est sa mère, Claire, qui brisa le silence ce soir-là. Louis, j'ai reçu un message de l'Élysée. Le président souhaite organiser une cérémonie officielle en ton honneur. Médaille, discours, tout le tralala. Tu veux y aller? Le garçon ne répondit pas tout de suite. Il leva simplement les yeux et demanda. Est-ce qu'ils me laisseront tranquille après ça? Je ne sais pas. Alors, j'y vais. Mais à mes conditions. 3 jours plus tard, la France entière avait les yeux rivés sur l'Élysée. Une retransmission en direct, des centaines d'invités, et au centre de la salle des fêtes, un pupitre installé pour un jeune garçon de 12 ans. Louis monta sur scène, vêtu d'un costume bleu marine un peu trop large pour lui. Il tenait dans les mains un discours qu'il n'avait montré à personne, pas même à sa mère. Le président Delcourt l'accueillit chaleureusement, lui remit la médaille de la bravoure civile, puis s'écarta légèrement pour le laisser parler. Louis approcha le micro. Une salle comble. Des caméras. Des visages figés. Il inspira profondément. Je m'appelle Louis Marchand. J'ai 12 ans. Je n'ai pas sauvé un avion. J'ai seulement appliqué ce que j'ai appris en lisant, en testant, en rêvant. On m'a proposé une carte, un programme, une place dans une structure qui n'existe pas sur Google. Mais je ne veux pas travailler pour des gens qui me regardent comme un outil. Je veux apprendre. Étudier. Partager. Pas être enfermé dans un laboratoire secret. Il leva son carnet devant lui. Ce cahier, c'est tout ce que j'ai. C'est mon arme. Mon avion. Mon satellite. Je veux créer un programme ouvert. Pour les enfants comme moi. Pour ceux qui aiment comprendre. Pas pour faire la guerre. Pour faire mieux. Un silence incroyable suivit ces mots. Puis une salve d'applaudissements éclata dans la salle, d'abord timide, puis totale. Le président hocha la tête. Il avait compris. Le lendemain, un décret présidentiel officialisa la création du projet Astérion, un centre de formation et de recherche dédié aux jeunes talents scientifiques de France, placé sous la direction consultative de Louis Marchand. Une première dans l'histoire de la République. Louis refusa les contrats d'entreprise. Il retourna au collège, un autre, discret. Il poursuivit ses recherches dans l'ombre. Il créa un blog, un espace d'échange, puis un club scientifique pour jeunes. Mais il ne parlait plus jamais de ce vol Paris-Montréal. Pas par honte. Par respect. Car il savait que ce moment, cet instant suspendu dans un cockpit au-dessus de l'océan, avait marqué la fin de quelque chose, son anonymat, son enfance insouciante, son quotidien. Et le début d'autre chose, un chemin hors du commun, où il devrait choisir, encore et encore, entre ce qu'il est, et ce qu'on veut qu'il devienne.